Et voici le Zoom Info avec nos invités. Pascal Perrineau, politologue, professeur à Sciences Po. Jean Garrigue, historien. Votre livre, Jean Garrigue, Histoire érotique de l'Élysée, est prochainement réédité. Grand succès de librairie. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté mon invitation. On a choisi, vous le savez, cette semaine dans notre Zoom Info, de tracer finalement les perspectives de cette année 2022 qui se profile à l'horizon, enfin un horizon pas si lointain d'ailleurs, notamment avec vous messieurs sur le plan politique. Donc, une année 2022 qui sera marquée par l'élection présidentielle. Et on a une certitude de ce point de vue. On va commencer avec vous, Pascal Perrineau, si vous le voulez bien. La certitude, c'est que cette pandémie, elle va chambouler l'agenda de tous les candidats et des repères que l'on a habituellement en campagne présidentielle à cette époque de l'année. Oui, tout à fait. C'est la première élection présidentielle depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis 1965, qui va se dérouler dans une situation de pandémie. Et cela bouscule beaucoup les choses. Bouscule bien sûr la manière de faire campagne, les grands meetings qui d'habitude ponctuent toute campagne électorale vont être rendus de fait impossibles. Il va y avoir donc un déplacement des lieux de la campagne vers la télévision, vers les radios, vers le web. Il y aura de moins en moins de contacts directs entre le candidat et ses équipes et les Français. Et cela peut amener, un renforcement de la distance qui pourtant est déjà très importante entre les Français et l'univers politique. Oui. Donc il faudra suivre très attentivement la variable, en effet, de la participation électorale. On risque d'avoir une des élections présidentielles peut-être les plus abstentionnistes. Alors justement, on va en reparler dans un instant justement sur ce spectre de l'abstention. Jean Garrigue, cette campagne présidentielle, elle va se faire à la radio, à la télévision? Écoutez, on en prend le chemin. L'élection de 1965 avait vu l'irruption de la télévision dans le débat, ce qui avait d'ailleurs modifié un peu les donnes de cette élection, qui avait au départ nui au général de Gaulle, puis qui, entre les deux tours, l'avait plutôt renforcé. Mais là, on va avoir une sorte de cyber-campagne qu'on a déjà vécu plus ou moins, mais pour des élections intermédiaires. Là, pour une élection présidentielle, c'est quand même très très important. Et effectivement, comme le dit Pascal Perrineau, ça pourrait entraîner un taux d'abstention plus important qu'il ne l'était précédemment. L'élection présidentielle restait le refuge du vote. C'est quand même l'élection majeure. Et là, on va accroître la distance entre les électeurs et les candidats. Il y aura aussi toute les campagnes de terrain qui vont être empêchées, en tout cas freinées par la pandémie. Et ça compte aussi dans ce type de campagne. On l'a vu d'ailleurs pour les élections primaires, à quel point c'était important. Tout ça risque d'être fortement empêché notamment par le variant fameux Omicron. Pascal Perrineau, est-ce que c'est déjà intégré ça dans les équipes de campagne et notamment les équipes de communication qui sont en train de se réadapter par rapport à cette nouvelle forme de campagne qui s'annonce? Oui, les équipes ont déjà intégré cette variable parce qu'au fond, la pandémie n'a pas quitté la scène et cette cinquième vague n'est pas véritablement une surprise. Donc, il y a un déplacement, en effet, des campagnes vers, en effet, les campagnes purement médiatiques. La campagne sur le web, les équipes réfléchissent attentivement à la manière de faire campagne sur le web, en segmentant davantage les électorats, puisque vous savez que sur le web, les gens fonctionnent plutôt par niche. Et donc, il s'agit de s'adresser à ces différentes niches, comme on segmente un marché lorsqu'on veut lancer un produit. Donc, il va y avoir, bien sûr, un déplacement de la manière de faire campagne. Et la question qu'il faudra se poser, c'est au fond, est-ce qu'il y a des candidats qui sont plus adaptés à ce changement de type de campagne que d'autres? Pour parler vulgairement, quel est celui ou celle qui passe le mieux à la télé, Jean Garrigue? Oui, alors on se souvient déjà et on voit bien que dans sa pré-campagne, Emmanuel Macron a déjà procédé à cette forme de segmentation. Et c'est notamment tourné par le biais des réseaux sociaux vers un public plus jeune qui lui était assez étranger jusqu'à présent, même si ses scores finalement n'étaient pas si mauvais que ça dans
le public jeune. Mais c'est vrai que si on prend l'exemple d'un Jean-Luc Mélenchon qui avait quand même en 2017 crevé l'écran à travers ses grands meetings, y compris d'ailleurs ces meetings où il apparaissait en hologramme, etc. Oui, sûr, on peut imaginer que les tribuns du style de Jean-Luc Mélenchon seront désavantagés par rapport à d'autres qui seraient, mais il est aussi à l'aise dans cet exercice, mais dans ceux qui, par exemple, à la télévision, vont se montrer les plus efficaces. Prenons l'exemple de l'élection primaire de la droite. On a vu, par exemple, émerger un Éric Ciotti à travers ces grands débats qui ont été organisés. Et on voit bien la place, justement, de cette image télévisuelle, cette maîtrise de l'outil télévisé dans la campagne. Alors, sur cette pandémie, il va y avoir un élément fondamental, Pascal Perrineau, Jean Garrigue, pour le président sortant, Emmanuel Macron, s'il est candidat, il ne semble pas faire de doute, c'est la gestion de la pandémie. Est-ce qu'il sera jugé sur la gestion de la pandémie, notamment dans les dernières semaines avant l'élection, là où finalement l'opinion peut se cristalliser, comme on dit? Oui, on sait très bien d'ailleurs que les opinions se cristallisent de plus en plus tard et que la mobilité des intentions de vote est extrêmement importante. D'ailleurs, on a déjà commencé à mesurer les évolutions des intentions de vote et c'est absolument frappant de voir que la mobilité est très très importante. Au fond, la décision n'est pas fixée pour l'immense majorité des électeurs. Et bien sûr, toute faute de quart dans les dernières semaines, en particulier dans la gestion de la pandémie, qui continuera à préoccuper tout le monde, toutes les familles françaises, toutes les familles des électeurs. Les fautes de quart peuvent coûter très cher. Imaginons par exemple que il y ait dans quelques semaines autant de fautes de quart qu'il y a eu au début de la gestion de la pandémie. Emmanuel Macron risque de le payer cher. En revanche, si la politique de passe vaccinal qui se met en place est une réussite et fait diminuer de manière sensible le nombre d'hospitalisations dans l'hôpital public, eh bien là, il pourra être crédité d'une gestion positive. Donc c'est vrai que cet enjeu de la pandémie va jouer certainement un rôle auquel on ne s'attendait pas. On s'attendait à ce que les enjeux économiques, sociaux, régaliens jouent un rôle. À mon avis, ils sont là, mais ils ne seront peut-être pas là au premier plan. Alors, cet automne 2020 a été marqué par 3 tendances majeures. Je dis ça de façon un petit peu subjective, mais il y a eu le phénomène Zemmour, la décomposition de la gauche et un certain renouveau de la droite avec la dynamique Pécresse. Comment cela peut-il évoluer? Jean Garrigue d'abord. Écoutez, effectivement, on voit très bien qu'il y a eu une percée d'Éric Zemmour qui a occupé le champ politique, qui a fixé quasiment le calendrier politique pendant plusieurs semaines, mais qui à un moment donné a trouvé son plafond de verre. Il peut y avoir un nouveau souffle ? Il pourrait y avoir un nouveau souffle. Je crois qu'il faut jamais insulter l'avenir, mais on peut imaginer à travers ce qu'il représente et l'histoire de ce type de candidature d'hommes providentiels venus de l'extérieur que la nature très provocatrice et populiste de son discours puisse justement rencontrer une forme de plafond de verre. Ce qui n'est pas le cas pour celle qui a émergé à travers les débats des Républicains, c'est-à-dire Valérie Pécresse, qui elle peut s'appuyer à la fois alors sur tout un réseau d'élus, mais surtout sur une culture, sur une histoire de sa famille politique, et puis sur un discours qui au fond n'est pas si loin d'ailleurs de celui qui était celui de François Fillon en 2017. D'ailleurs, elle est très entourée de l'ancienne garde entre guillemets de François Fillon, de fillonistes, mais qui lui donne une capacité à incarner justement une véritable alternative par rapport à Emmanuel Macron. Pascal Perrineau, Valérie Pécresse, comment peut-elle maintenant faire fructifier cette dynamique finalement qui est apparue dans le courant du mois de décembre ? En effet, dans la dernière période, Valérie Pécresse est la surprise. Au fond, on aurait interrogé les Français il y a encore quelques mois sur la capacité de la droite de gouvernement à revenir au premier plan. Vous auriez eu une immense majorité de Français extrêmement sceptiques. Il faut bien reconnaître que cette primaire fermée entre les différents candidats qui a abouti à la sélection de Valérie Pécresse a été un succès. Et Valérie Pécresse représente à la fois, si vous voulez, une nouveauté
nouveauté. En 2017, la nouveauté, c'était cet ovni venu d'ailleurs, Emmanuel Macron, le candidat jeune, le candidat disruptif, transgressif. Aujourd'hui, la nouveauté, ça n'est plus, bien sûr, le candidat président, Emmanuel Macron, qui a tout de même 5 ans de mandat derrière lui. C'est plutôt, en effet, Valérie Pécresse. Les Français se disent, au fond, est-ce que le prochain président de la République ne serait pas une présidente? Et là, vous voyez, ça crée une nouveauté, ça crée une interrogation ça peut prospérer dans les esprits positive. Des Français, ça peut prospérer dans l'esprit des Français. Ouais. Oui, ça peut prospérer dans l'esprit des Français. Si vous voulez, c'est comme quand la société américaine s'est dit, tiens, l'heure est venue qu'un Afro-Américain devienne président avec Barack Obama, des Français peuvent se dire l'heure est venue qu'une femme devienne présidente, comme de nombreuses femmes occupent des fonctions de responsabilité de premier plan en France aujourd'hui. Et puis d'autre part, comme le disait Jean Garrigue, si vous voulez, Valérie Pécresse est gênante pour Emmanuel Macron, car sur le terrain de la compétence, sur le terrain de l'habileté à gérer les choses, c'est tout de même la présidente de l'Île-de-France, une des plus grandes régions en Europe. C'est une ancienne ministre du budget. Elle a des éléments dans son CV qui peuvent être des éléments gênants pour Emmanuel Macron. Il nous reste une petite minute, messieurs, quand même. La gauche dans l'impasse. L'hypothèse Taubira, Anne Hidalgo scotchée à 3%. Que la gauche peut-elle faire pour sortir de cette impasse, Jean Garrigue, en quelques mots? Écoutez, pas grand-chose, parce que fondamentalement, la gauche, et en tout cas la gauche qui dominait à l'époque, qui a dominé pendant 30 ans, c'est-à-dire la gauche social-démocrate, est à court d'idées, à court de leaders, à court d'incarnation. Je ne pense pas que Mme Taubira puisse changer fondamentalement cette donne. Il y a une crise de la social-démocratie en Europe, elle est particulièrement forte en France, un manque d'identité des idées socialistes, notamment, on le voit bien par rapport à Yannick Jadot, qui au fond a pris la barre sur cette gauche-là. Et donc là aussi, l'un des grands enseignements de 2021, ça a été cette désagrégation terrible de la gauche et une translation de l'électorat français vers le centre droit et la droite. Et qui risque de se confirmer, en tout cas en l'état actuel des enquêtes d'opinion à l'occasion de cette élection présidentielle. Merci messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour cette perspective 2022 et la politique. Merci Jean Garrigue. Merci. Merci Pascal Perrineau. Bonne journée.